Hop, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mercredi 12 mai 2021, Rebanksy. Comment ça, mauvais titre? What? Comment ça, mauvais titre? C'est vrai ça? C'est vrai ce mensonge? Mais non, toi, mauvais titre. Voilà, ça vient me... Toi, mauvais titre, fais F5. Hein. Du coup, je disais qu'on était parti pour le point actu hardware du jour avant de me faire arrêter pour des problèmes qui n'existent pas. Aujourd'hui au programme, le début de la ligne de défense d'Apple dans ce procès incroyable dont on parle depuis déjà plus d'une semaine maintenant et qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de code. Franchement, c'est vraiment ce qu'on voit le plus dans les sites d'actualité en ce moment, surtout dans les sites liés à la tech. On va parler ensuite de Xiaomi qui est très heureux d'avoir été retiré de la liste noire aux États-Unis. Ils avaient tremblé, hein. Vraiment, ils étaient pas sereins, c'est bon, c'est fini, même si voilà, ils étaient pas, ça restait des sanctions légères par rapport à ce que peuvent l'être sur d'autres groupes chinois. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On va parler rapidement de Steam sur console. Et c'est ni plus ni moins que le chef de Steam qui a laissé entendre qu'il y avait potentiellement un projet avec une arrivée de Steam sur console. Et pourquoi pas des partenariats. J'ai quand même du mal à voir comment ça peut arriver. On va en parler un petit peu, mais c'est ça me laisse perplexe, vraiment, cette histoire. On va voir, hein, pour l'instant, ça reste juste un peu une phrase lâchée comme ça lors d'un événement public, mais c'est un peu étrange. Steam, qui est bien sûr la plus grosse plateforme de vente de jeux sur PC, c'est sûr. Euh, je sais, elle doit pas avoir le monopole, mais elle est clairement leader sur ce secteur. Les consoles, c'est quelque chose d'à part qui est souvent super maîtrisé de la part des constructeurs de ces consoles. Chacun a son store et du coup sa commission perso. Intégrer Steam, ça voudrait dire faire au moins du partage et je sais pas, ça peut être compliqué. On parlera ensuite de VR avec HTC qui a présenté deux nouveaux casques. Un casque pour les gens, vraiment, pour le grand public, tout en restant dans du haut de gamme. Ça sera cher, mais ce sera quand même pour le grand public. Et un casque un peu plus axé professionnel, forcément plus cher, avec des intérêts que pourront voir les professionnels, vous pas trop. Surtout qu'il est plus cher, donc deux versions pour deux secteurs qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. C'est intéressant, effectivement, pour une utilisation professionnelle, on peut avoir besoin de trucs différents qui ne vont pas du tout intervenir dans une utilisation gaming. Parce que la VR pour le grand public, c'est le jeu. Pas trop d'autres utilisations. On passera ensuite à des tapis de souris étranges, mais une idée plutôt sympa, plutôt, on va pas dire pas innovante, parce que ce serait mentir, mais qu'on voit que trop rarement. Une idée de lancer des tapis de souris avec le même, avec plein de motifs différents de la part d'une seule marque. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt qualitatif, c'est pas très cher en plus, et c'est des grands tapis de souris. Utiliser des grands tapis de souris, c'est bien. On parlera vite fait d'une souris
qui aujourd'hui est validé par à peu près tous les gens qui l'ont testé. C'est assez incroyable, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Vous la voyez ici, incroyable cette souris. Souris SteelSeries qui vraiment coche toutes les cases d'une souris gaming et d'une souris haut de gamme. C'est plutôt sympa et elle n'est pas non plus ultra chère, ça reste une souris haut de gamme, hein. N'oubliez pas, c'est pas ultra cher pour une souris haut de gamme. On parlera d'un fauteuil qui est pour le coup très axé sur la lumière. On parlera aussi d'un ventilateur très axé sur la lumière, mais du coup vous sacrifiez un truc. On parlera des Razer Blade 15 nouvelle version qui intègre bien sûr notamment les processeurs Intel dernière génération en 10 nanomètres. Ils ont bien raison. On aura un water cooling, un kit all-in-one qui est vraiment chelou, mais pour le coup, en termes de performance, ça peut être très très fort. Faudra avoir la place dans votre boîtier, néanmoins. On aura un boîtier, très bien, ça fait une très bonne transition, un boîtier qui sera sobre, efficace en termes de silence, et ça, moi j'aime beaucoup. Un peu à l'image des boîtiers Be Quiet ou Fractal, mais peut-être pour un prix plus accessible. Un peu moins en jouant la carte haut de gamme, il faudra voir les performances derrière. Et on finira avec bien sûr les cartes graphiques. Cartes graphiques toujours long, sans stock et des prix chers, mais des cartes graphiques tout de même. Merci pour le follow, mais moyen chaud pour ce pseudo. Merci pour le follow, c'est gentil, merci de soutenir. Mais pareil, le pseudo, non. On commence tout de suite du coup avec l'App Store. L'App Store, du coup, des infos qui ont été révélées par Apple, les premiers vrais éléments révélés par Apple pour étayer sa défense et des chiffres plutôt conséquents hein, sur en gros la modération que fait Apple sur son App Store. On est sur des histoires de nombre d'applications, d'argent, de comptes développeurs. Tout ça, c'est bien sûr pour étayer la défense. Donc, c'est des infos qui sont normalement gardées secrètes, mais bah là, forcément, pour gagner un procès, c'est utile. On parle du coup de l'année 2020 avec notamment 475 000 comptes développeurs résiliés, plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses évitées, tout de même, pour l'année 2020. Mais on parle aussi de 48 000 applications éjectées pour des fonctions cachées, comme Applet Fortnite, des fonctions qui ne rentrent pas dans les conditions d'utilisation de la plateforme d'Apple. Donc voilà, dès qu'ils se rendent compte d'un truc qui leur plaît pas, ça s'en va. C'est leur idée de la plateforme sûre pour tout le monde. Et c'est ce qu'ils font depuis maintenant longtemps. Hein. Ça a souvent... voilà, il y a eu des applications qui ont été retirées et tout, et ça a souvent fait beaucoup de bruit. Mais ils font ça, pas que pour Fortnite. Effectivement, là, ça va loin parce que en face, on a Epic qui n'est pas n'importe qui et qui n'est pas. Voilà, c'est encore une place particulière et Fortnite existe partout, sur toutes les plateformes, que ça soit des plateformes mobiles ou fixes,
console de jeu ou PC, il y a Fortnite partout. Du coup, c'est des cas un peu à part où effectivement Epic peut se permettre d'attaquer Apple, là où la plupart des gens ne peuvent juste pas se permettre. Donc, voilà, hein, c'est les premiers. C'est pas non plus des arguments chocs, mais c'est juste pour mettre en valeur le fait que effectivement ils font de la modération sur leur plateforme et ce depuis longtemps et pas que pour Epic, mais pour tous ceux qui ne respectent plus les idées d'Apple. En vrai, c'est ça, hein, parce qu'en plus tout ça n'est pas bon. Dans le cas de Fortnite, c'est clairement c'est très clair. Ils, ou- ils font ils font une technique pour que Apple ne touche plus sa commission. Donc c'est clairement en dehors des clous de la plateforme. Mais pour certains autres trucs, ça peut être un peu plus compliqué de savoir si c'est dans les clous ou pas. Et en général, Apple, ils sont plus du genre zéro tolérance que dans le doute, on va laisser passer. Donc clairement, pour des trucs qui sont flagrants et bah, totalement transparents, c'est pas étonnant que Fortnite ait été banni de l'App Store. Et encore une fois, ils ont aussi été bannis du Play Store, donc du store Google, alors que le store Google est de base beaucoup plus ouvert que peut l'être l'App Store. Donc là-dessus, j'avoue que ça va pas être le truc le plus compliqué à expliquer. On continue avec les entreprises chinoises ici. Xiaomi, qui doit être très heureux et qui doit enfin souffler. Ils sont sortis de la liste noire sur laquelle ils avaient été mis par le gouvernement Trump à la fin de son mandat. Ils ont en gros, pour faire simple, trouvé des accords directement avec le gouvernement actuel. Ils ont dans un premier temps attaqué le gouvernement actuel pour justement ne plus être blacklisté. Et ils sont pas vraiment allés au bout, ils se sont mis d'accord, ils ont dit voilà, on va faire en sorte que ça marche et on va trouver des compromis. Il faut noter qu'ils étaient effectivement blacklistés, mais il y a en gros des niveaux de blacklistage. Et eux, ils étaient avec des sanctions assez légères. Alors assez légères en termes d'échelons de sanctions que les États-Unis peuvent mettre. Mais ça restait des sanctions quand même problématiques pour Xiaomi. C'était, en gros, ils n'avaient plus le droit de recevoir du financement américain. Et j'imagine que c'est aussi problématique, surtout pour être présent sur le marché mondial, là où Xiaomi maintenant a une volonté d'être présent partout dans le monde. Donc forcément, le marché américain fait partie et est aussi une vraie vitrine pour le reste du monde. Donc ça se passe bien, ils sont plus blacklistés, ils vont pouvoir reprendre leur plan de domination du monde en termes de au moins de téléphone portable dans un premier temps et potentiellement d'autres appareils hein, dans un second temps. Ils sont très très forts et très puissants. Ils balayent un peu tous les secteurs de l'informatique et même de l'électronique. Du coup, ils vont faire peur. Après, potentiellement, pour nous consommateurs, ça fait plus de concurrence, une concurrence un peu agressive en plus. Du coup, parce que les Chinois, ils ont quand même tendance à tirer les prix vers le bas pour pouvoir s'implanter, au moins dans un premier temps pour pouvoir s'implanter. Donc, pourquoi pas des prix un peu plus bas sur les téléphones. Alors, oui, mais certains téléphones ne seront pas à des prix bas, du genre les iPhones et les derniers Samsung haut de gamme. Hein, ceux-là, ne rêvez pas, ils sont totalement dans un autre monde. Donc c'est plus dans l'entrée moyen de gamme où ça peut tirer un peu les prix vers le bas. Et ouais, ils ont trouvé des accords. Alors ça reste,
ça reste à créer et tout, mais visiblement ils ont trouvé des accords, là où dans un premier temps ils avaient quand même été accusés de travailler conjointement avec l'armée chinoise. Du coup, ça avait pas trop plu. Ça avait pas trop plu. Mais par contre, et c'est aussi intéressant, avant de parler Xiaomi, qui a été blacklisté, on avait parlé il y a longtemps, et ça fait longtemps maintenant, et ça leur a coûté très cher, de Huawei, qui est aussi blacklisté aux États-Unis, mais avec un niveau bien plus haut, et qui, eux, les empêche d'avoir tout contact, hein. Clairement, c'est pas que le financement, ils n'ont pas le droit de vendre des trucs, ils n'ont pas le droit de même vendre des morceaux qui vont être intégrés dans des trucs après qui seront aux États-Unis. Enfin, ils sont totalement bloqués pour tout le marché américain. Et d'ailleurs, pas que dans certains secteurs, notamment en France avec la 5G où pareil ils ont été le gouvernement français a dit non non pas de on ne veut pas de matériel venant d'eux, on a peur que les informations s'en aillent, s'évadent dans la nature, aillent dans d'autres pays potentiellement. Donc voilà, eux c'est encore une autre histoire et eux ils sont pas bien. Même si on avait parlé, là aussi il y a pas mal de temps, d'une potentielle facturation auprès de chaque constructeur de téléphone 5G, vu qu'il y a eu du travail là-dessus, donc, et des brevets. Ça restait très hypothétique, mais ça pouvait être un moyen de renflouer un peu les caisses. Tout ça reste très hypothétique et pour aller l'appliquer à tout le monde, il va falloir se battre aussi à mon avis. Va y avoir du petit procès dans l'air. On n'en est pas là et heureusement en tout cas Xiaomi est de retour dans ses traces pour aller bousculer quelques marchés. On continue avec Steam sur console et c'est Gabe Newell qui nous a lâché ça alors qu'il était à une conférence avec des étudiants tranquillement en Nouvelle-Zélande parce qu'il y est bloqué depuis le début de la pandémie. Euh, il y a des endroits pires pour être bloqué, hein. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même, ça a l'air d'être plutôt sympa. J'y suis jamais allé personnellement, mais ça a pas l'air si horrible que ça. Euh, et il a lâché comme ça un peu innocemment un petit, vous verrez les Steam sur console bientôt. Attendez la fin de l'année et vous comprendrez. Un peu étrange, un peu lâché comme ça sans vraiment faire une annonce officielle, hein. C'est quand même une phrase qu'il a juste prononcée au cours d'un petit truc avec des étudiants. On n'est pas sur une grosse conférence pour quelque chose qui pourrait chambouler beaucoup de choses. Personnellement, j'ai du mal à voir Steam sur console, dans le sens où aujourd'hui, les consoles, il y a trois fabricants, il y a Nintendo, Sony et Microsoft. Ils ont chacun leur console avec leur système et leur propre store d'applications où ils appliquent tous 30% de commission sur tous les titres vendus. Le jour où ils acceptent Steam sur leur système, j'imagine qu'ils, déjà pour accepter Steam, ils trouvent un accord et ils touchent potentiellement une commission sur les ventes de Steam, mais jamais ils pourront récupérer 30% de commission, ou alors ce sera répercuté sur vous, les clients, et vous paierez vos jeux affreusement chers pour les avoir sur console, alors que sur PC ils seront sans, sans commission et donc moins chers. Est-ce que Steam
ou en tout cas Valve, qui est le groupe derrière tout ça, va absorber la différence, je vois pas pourquoi ils le feraient, en fait. Je, je vois pas quel est l'intérêt pour eux, là où, encore une fois, eux, même histoire, sur, sur PC, ils ont aussi leur propre commission qui doit aussi être de 30%, comme à peu près tout le monde sur toutes les plateformes. Donc, ça paraît super bizarre. Honnêtement, pour certaines marques, je dis non direct, du genre Nintendo ne fera jamais ça. Je, voilà, je vais pas dire que je vais mettre ma main à couper, mais on n'en est pas loin. À la limite, ceux qui pourraient être le plus ouverts à faire ça, c'est peut-être Microsoft. Mais j'ai encore du mal à voir le réel intérêt pour eux. À part de vraiment encore plus rapprocher l'expérience Xbox d'une expérience PC. C'est c'est quand même très bizarre. Je sais pas quoi en penser, on verra. Il dit cette année, on attendra la fin de l'année pour voir s'il y a quelque chose. Mais je me demande qui est prêt à renoncer à sa part pour faire cette chose, quoi. Pour faire cet accord. Peut-être que je me trompe et que certains sont prêts ou alors ils voient des intérêts que moi je ne vois pas. Peut-être. Mais pour l'instant, ça paraît étrange. On continue avec de la VR et les nouveaux casques VR HTC avec le Vive Focus 3 et le Vive Pro 2. Comme vous voyez dans le nom, il y en a un qui est pour le Focus et l'autre pour les pros. Donc ça dépend si vous êtes un pro ou quelqu'un qui est Focus. En vrai, on est sur des choses assez similaires. On est sur des casques qui sont haut de gamme avec les dernières générations en termes d'écran, de lentilles, tout ça. On est sur des casques qui ont quand même deux écrans haute résolution en 2448 par 2448, ce qui est plus que tous les autres. Voilà, aussi simple que ça. On est à 120 images par seconde sur le Vive Pro 2, ce qui est le mieux pour avoir une fluidité et du coup éviter le motion sickness. C'est mieux. C'est pas cool hein, de se sentir malade quand on fait de la VR. On est sur du haut de gamme, ça coûte 800 € le casque tout seul. Donc plutôt cher forcément. Il arrivera dans un second temps en kit complet, du coup avec les accessoires, notamment les balises pour repérer les mouvements et je sais pas trop ce qu'il y a comme autre accessoire. Ah bah si, les manettes. Les manettes. Parce que là, du coup, casque seul, 800 € sans manette, vous avez juste le casque et les câbles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Petit point négatif, on n'a pas de tracking, de eye tracking de votre vision. Ça, c'est le seul truc qui peut être un peu dommage. Le eye tracking peut déjà être servi, enfin, on peut s'en servir pour déjà l'expérience de jeu, mais aussi pour rendre un peu plus flou et moins haute résolution tout ce que vous ne regardez pas pour rendre les processus un peu plus légers et plus facile à faire tourner pour la machine derrière, ce qui est plutôt intéressant. Et petit truc marrant aussi quand même, c'est que du coup le HTC Vive Pro 2, et bah il n'est pas pour les pros. Et oui, c'est fou, hein. Mais celui-là c'est vraiment pour le grand public. Donc nouvelle version avec tout ce qui se fait de mieux, 800 €. Dans un premier temps, uniquement disponible en tout seul, juste le casque. Mais franchement, on est sur ce qui se fait de mieux pour le grand public. Encore une fois, on a les petits trucs marketing qui expliquent qu'ils ont travaillé avec Nvidia et AMD pour avoir la chose la mieux possible. On connaît, hein, ils sont tous amis quand il s'agit de travailler ensemble.
Du coup, cette histoire de pas de eye tracking, c'est un peu dommage. Et du coup, on nous dit que dans un second temps, il arrivera en bundle avec les stations pour vous détecter et, euh, et les manettes au prix de 1 400 € tout de même. Tout de même. À noter que derrière, il faut une machine pour faire tourner tout ça, hein. C'est pas un casque indépendant. Donc c'est quand même plutôt cher. On est sur du haut de gamme, mais on est sur du top de ce qu'on fait actuellement en termes de casque VR pour du jeu vidéo. Et ensuite, on a le Vive Focus 3, qui est du coup celui pour les pros. Et oui, celui pour les pros ne s'appelle pas Pro. Incroyable. En vrai, quelle est la différence? Principalement, il n'est pas optimisé pour du jeu vidéo, ce qui peut l'être un peu plus sur l'autre. On va être sur quelque chose de plus résistant, de potentiellement un peu plus performant aussi. On nous explique qu'il sera peut-être plus confortable aussi, mais plus cher. Et on a des capteurs, on a des capteurs à bord, donc 4 caméras par exemple, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus, d'aller un peu plus loin. Mais encore une fois, il n'est pas du tout destiné à du jeu vidéo, vraiment à des expériences professionnelles avec du coup des applications dédiées. Et on est à un prix bien supérieur parce qu'on est à 1 180 € hors taxe. Il est donné hors taxe vu qu'il est pour les professionnels. Mais voilà, 1 180 € casque seul pour un applicatif professionnel, c'est le top. Il est fait pour qu'il soit vraiment ergonomique, robuste. Potentiellement, on peut le pousser un peu plus loin. Et il n'est pas basé, il n'est pas optimisé pour le jeu vidéo et par exemple toutes les plateformes de jeux VR, mais plutôt pour vraiment un applicatif qui a été fait pour et qui est designé pour un truc très précis, très dédié, donc plus du pro. Mais effectivement, pour du pro, ça doit être vraiment très bien. Et encore une fois, on est sur à peu près les mêmes caractéristiques que l'autre. Seule différence, c'est dans la fréquence de rafraîchissement. On va descendre à 90 Hz au lieu des 120. À mon avis, la raison, c'est d'avoir une consommation réduite au niveau de l'écran, je pense. Je vois pas trop d'autres intérêts. Et peut-être aussi que pour un applicatif plus statique, comme peut l'être en général les applications pro, moins rapides en tout cas, on n'a peut-être pas besoin d'aller toucher les 120 images pour que ça soit fluide et agréable pour l'utilisateur. C'est tout nouveau, ça a été annoncé hier et actuellement c'est dans le top, hein. C'est dans le haut du panier avec des prix qui sont dans le haut du panier aussi. On va continuer avec quelque chose de bien plus accessible. On va parler rapidement de tapis de souris. Ici, c'est Sharkoon qui nous présente ses Skiller SGP30. Un tapis XXL avec un format de 900 par 400 mm. Donc un grand format. Disponible pour seulement 20 €. Pas très cher. Quelque chose qui sera quand même bien fini. On n'est pas sur le produit Wish, hein. On est sur un tapis qualitatif, bien fini, grand format, 20 €. Et il sort avec plein de visuels et motifs différents. Donc ici, les 6 motifs disponibles. Et en vrai, ça peut paraître bête, parce que voilà, on va parler d'un tapis de souris qui coûte seulement 20 €. Mais en vrai, je trouve ça super bien d'avoir cette diversité. En général, quand une marque sort un tapis de souris, t'as pas de diversité au niveau du motif, hein. T'as une diversité au niveau du format et c'est tout. Si tu veux un autre motif, tu changes de marque. Ici, t'as vraiment un choix suivant ce que t'aimes, ce que tu veux avoir, ce que tu veux voir tous les jours, ce sur quoi va ta souris, si t'es un... Enfin bref, chacun veut quelque chose de différent.
Et au final, il y a du choix avec le même modèle, le même format, un prix accessible. Vous pourrez trouver moins cher, on peut toujours trouver moins cher, mais ici vous avez quelque chose d'accessible, 20 € pour un très grand tapis de souris. On a une bonne qualité, on ne sera pas dans l'ultra haut de gamme, on est sur 20 €. Mais bonne qualité, il tiendra dans le temps et ça fera une très bonne surface pour votre souris. Et moi j'adore le choix. Voilà. Juste on finit là-dessus, j'adore le choix. On continue avec une souris, la SteelSeries Rival 5, qui récolte des lauriers absolument de partout en ce moment. Petite souris qui se veut légère mais pas ultra légère. Oubliez les trous et l'optimisation infinie pour gagner quelques grammes. On sera ici à 85 grammes, ce qui peut paraître ultra lourd pour certains et j'imagine ultra léger pour d'autres. On a cette souris qui est quasiment symétrique à part les boutons, malheureusement. Mais on est sur quelque chose qui est dévoué à du gaming compétitif. Achetez pas ça pour faire de la bureautique. On a bien sûr la petite touche de RGB SteelSeries qui met bien. Pour le reste, on est vraiment sur du matériel haut de gamme avec voilà, des switches IP54, 50 millions de clics pour que ça dure à l'infini et que vous puissiez éclater votre souris tous les soirs pendant très longtemps. Pareil pour le capteur optique qui est un capteur maison en partenariat avec PixArt. Donc voilà, ils font un capteur maison en partenariat avec des gens qui sont des boss dans le capteur. Donc on est sur ce qui se fait de mieux optimisé pour leur souris. Et en plus de tout ça, on est à 70 €. Ce qui n'est pas... Alors, c'est pas ultra accessible, on sera d'accord. Ça reste une souris, pour certains, c'est beaucoup trop. Mais 70 € pour le top haut de gamme de la souris gaming, sauf si vous cherchez la légèreté à tout prix. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas votre produit. Mais pour tout le reste, on est quand même sur tout ce qu'on veut. Bien sûr, on aura un câble et les filaires pour ce prix-là. Faut pas rêver. Hein. Mais ça reste très correct pour une souris qui, juste de l'avis de à peu près tous les gens qui l'ont essayé, est une des top souris dernière génération. Donc, de toute façon, SteelSeries, on connaît. Ils nous ont habitués à de la qualité, pas toujours des prix ultra accessibles, mais toujours de la qualité et toujours le souci de fournir du matériel qui marche bien et performant, ergonomique et vraiment du matériel optimal pour les gamers. Donc on aime beaucoup. 70 €, mais c'est top. Non, en vrai, c'est du haut de gamme. C'est pas choquant 70 € pour une souris haut de gamme. On continue avec un siège. Regardez ce siège. En vrai, il est quelconque ce siège. Siège gaming, enfin siège gaming, siège type baquet. On est ici chez Galax, vous pouvez voir marqué 3 fois sur chaque coussin, puis sur l'appui-tête. Alors le modèle, c'est soit un GGC 001, soit un GCC 001, j'en sais rien, et eux non plus. Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant, à part être un siège gaming, tout ce qu'il y a de plus classique. Tadam! Voilà, voilà ce qu'il a. Voilà, et juste ça, ça suffit. Où c'est qu'on achète? Non, je rigole, j'achèterai jamais ça. Et en plus, on a vraiment zéro information, et c'est dommage, du genre comment est alimenté les LED. Est-ce qu'il y a un câble? Est-ce qu'il y a une batterie? Une batterie du coup qui doit être rechargée? Aucune idée. Mais vous avez un siège RGB quand même. Et ça, est-ce que ça vaut pas le coup? Franchement, j'ai envie de vous dire que ça vaut le coup. Hein. On n'a pas de prix, bien sûr. Vraiment zéro info. Juste, on sait qu'il y a de la lumière.
sur les techos du siège. C'est cool, hein? Un autre objet avec de la lumière. Le nouveau Razer Blade 15 qui est remise à niveau avec les derniers petits matériels sortis de la part d'un peu tout le monde et un petit refresh de l'écran aussi. Du coup, on a les processeurs Intel mobile 10 nanomètres sortis il y a peu. Ça, c'est bien. On a aussi un écran possiblement OLED 4K tactile, si vous avez besoin. Il sera cher celui-là. On a bien sûr les RTX série 30. Bah ouais, il faut. On nous présente surtout et d'abord, le Blade 15 avancé. Donc il y a deux modèles, il y a le normal et le avancé. Le avancé, il coûte de base très cher. On est de base à 2700 €. Et il va jusqu'à 4000 €. Celui-là, c'est celui avec le 4K OLED tactile. Mais dedans, on fait zéro compromis. Déjà, on est sur un ordinateur qui fait 15 pouces. Donc, c'est plutôt compact. Vous voyez ici, on le verra après de plus près. On a, du coup, au choix, c'est là où on va avoir tous les choix. C'est du Razer, c'est configurable à l'infini et ça nous régale. Du coup, on a le choix entre un i7 voilà, en 10 nanomètres ou un i9 en 10 nanomètres. Les deux ont 8 cœurs et le i9 pousse un peu plus loin que le i7. Voilà. On nous dit aussi, petite parenthèse, que sur le 15 normal, pas avancé, on aura dans le futur, mais pour l'instant c'est pas encore mis à jour, une version avec le i5 10 nanomètres. Jusqu'à maintenant, il a des vieux, enfin, ils ont des anciens processeurs, donc ils bénéficient pas encore des processeurs 10 nanomètres, mais même le normal va bénéficier du i5 10 nanomètres, et ça régale. On nous dit aussi 16 à 32 Go de RAM. Là-dessus, petite question, et j'ai pas la réponse. C'est écrit 16 à 32 Go de RAM extensible. Ça veut dire qu'on peut étendre même une fois qu'on a 32. C'est-à-dire qu'ils mettent qu'une barrette dans tous les cas. Petite question. Niveau stockage, vous êtes les rois du pétrole. Mais vraiment. Parce que de base, même sur le... Bon, en même temps, on est à 2700 €. Mais de base, vous avez 1 Tera de SSD. Et vous avez 2 emplacements de SSD M2 libres pour ajouter du stockage supplémentaire. Et potentiellement, normalement, le moyen de faire tourner les 3 SSD en RAID 0. Normalement. Si ça a été aussi intégré. Et ça régale. Côté carte graphique, on a de la 3060 à la 3080, suivant si vous avez besoin de plus ou de moins. Encore une fois, tout se payera. On est chez Razer, tout se paye. En termes de RGB, on en a partout. Surtout sur le clavier qui sera chroma et non pas que vert. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. On a des connectiques, tout ce qu'on veut en fait. On a du Thunderbolt 4 qui peut tout faire de base. Plus de l'HDMI 2 points, plus de l'USB-C, plus de l'USB-A, plus de l'Ethernet, plus du jack. Et tout ça en 15,8 mm d'épaisseur. Ça, c'est ouf, ça. 15,8 mm d'épaisseur. Et il met tout ça. C'est là qu'on veut voir les images. Ok. Ça, c'est la solution de refroidissement. Attendez, là. Là, on a les connectiques. C'est quand même très fin, non? 15,8. Et du coup, côté écran, le dernier point qui changeait, effectivement, on a cet écran OLED 4K, mais par contre, seulement 60 Hz, mais tactile, pour les créateurs, les créatifs, ceux qui commencent par créa. Mais pour les gamers, on a d'autres trucs, parce que le gamer, il veut pas un OLED 4K 60 Hz.
il veut soit IPS Full HD 360 Hz. Voilà, si gaming compétitif, fast FPS, on va chercher les 360 Hz avec une 3080 et on est bien. Si on est plus modéré et qu'on aime faire du jeu solo et du gaming compétitif, on peut aussi se tourner vers du 1440p 240 Hz. Bon, voilà, au choix. Tout ça sera très cher, encore une fois, un PC qui va de 2700 à 4000 euros. On est sur du Razer qui est en plus haut de gamme, donc je vous dis pas. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que le modèle de base n'aura pas le droit à ce nouvel écran OLED 4K 60 Hz tactile et restera avec son écran Full HD 144 Hz ou 1440p 165 Hz, qui restent des écrans déjà très appréciables. Et vous voyez, le Razer Blade 15 de 2021, il coûte 2300 euros. On parle pas du avancé, hein, on parle du 15 normal. Ça doit être dans sa version la plus haut de gamme et le avancé commence à 2700. Vous voyez. De toute façon, ça va arriver petit à petit. On va avoir tous les constructeurs de PC portables qui vont mettre à jour avec les processeurs Intel 10 nanomètres parce qu'il y a un intérêt énorme. On continue avec le RGB après ce siège, après ce Razer Blade. Forcément qu'il y a du RGB parce que c'est Razer. On a ce ventilateur. Est-ce qu'il n'est pas incroyable ce ventilateur? Je sais pas, à vous de juger. Donnez votre avis. Chacun verra midi à sa porte. En vrai, au moins il est original et atypique. On peut lui donner ça. Et il est vraiment axé sur le RGB. Hein. Là, clairement, on peut le dire. On en a un peu partout, plein les yeux. Et c'est le but. Seul défaut qui peut être compliqué à gérer, on va le dire comme ça, c'est qu'il a un seul sens de montage. Vous voyez ici, vous n'avez pas les trous pour les vis. Ils sont que de l'autre côté. Donc, voilà. Il faudra faire en fonction pour que ça marche bien chez vous. Mais très axé lumière. Petit effet vortex là. Non, mais ça peut être joli. Hein. Franchement, ça peut être joli. Ne jugez pas. Moi, je suis sûr que ça peut être joli. On continue, lui aussi il a du RGB, mais c'est pas son atout principal, un kit water cooling. Et vous ne rêvez pas, il n'y a bien qu'un kit ici, un kit avec deux radiateurs de 240 mm, chaque radiateur surmonté de deux ventilateurs. Tout ça pour un seul kit. Oui, on sera sur de refroidissement haute performance pendant que c'est le déluge chez WAM. C'est triste. Ici, on sera capable de refroidir à peu près tout et n'importe quoi, hein, comme en termes de processeur. On a la chance en plus d'avoir une compatibilité absolue. Et ça, c'est cool. Mais il faut avoir la place de mettre ça dans son boîtier. L'avantage, c'est que il n'est pas très cher, mais il est donné avec un prix qui est une conversion dont on ne sait pas trop. Mais ici, il est donné en conversion à 120 euros, ce qui paraît pas très cher pour cet énorme kit avec deux radiateurs et deux ventilateurs sur chaque radiateur. Donc en gros, le principe est de mettre un des radiateurs en façade de votre boîtier et un des radiateurs en haut. Les câbles sont censés être faits pour. À voir derrière quand même, il faut que la pompe elle soit sacrément solide pour pouvoir gérer le truc. Mais j'espère en tout cas que ça a été bien fait et que ça va bien marcher. Zéro compromis ici sur ce kit. Du RGB, de la performance à tout va. Il faudra quand même un boîtier avec beaucoup de place. Quand même deux radiateurs et 4 ventilateurs en plus à installer juste pour refroidir votre processeur. C'est beaucoup.
Avant d'attaquer les cartes graphiques, on a un petit boîtier, un boîtier que j'ai trouvé plutôt sympa. On est chez Thermaltake, le modèle c'est le H8 et on est sur voilà, sobriété, efficacité, silence, cette finition alu brossé, pas de vitre, mais pas de bruit. Cette façade qui peut être ouverte, on le voit, ah bah non on le voit pas, mais en tout cas on peut l'ouvrir, c'est une porte, pour augmenter le flux d'air. Au niveau de la compatibilité, on peut tout mettre, hein. On est sur taille standard, on est sur quand même un grand boîtier. Vous voyez, vous avez la connectique sur le dessus. Pareil, vous avez une petite trappe ici. Ça me fait beaucoup penser à mon propre boîtier qui est un fractal. Mais ici, encore une fois, on est sur de la conversion. Mais on nous annonce 60 € pour ce boîtier. Croyez-moi, un fractal coûte pas 60 €. En tout cas, pas avec... pas ceux qui ressemblent à ça. Donc si on est aussi sur une belle finition et des belles performances en termes d'isolation sonore, on sera sur une pépite, honnêtement. Les boîtiers qui ont ce look là et qui sont efficaces en termes d'isolation sonore, avec une compatibilité étendue, en général c'est au moins 100 €, voire 150. Donc loin de ces 60 €. C'est quand même plutôt sympa. On n'a pas trop d'infos sur la ventilation qui est fournie. C'est un peu dommage, mais on sait qu'il est compatible avec beaucoup de choses. Et ça, c'est cool. Franchement, 60 €, c'est une pépite, hein. Moi, je vous le dis. S'il est bien fini, efficace. En fait, s'il est bien fini, il est efficace. C'est une pépite. Même s'il y a 0 ventilateur inclus. D'ailleurs. À 60 €. On passe aux cartes graphiques, histoire de pleurer un petit peu, mais gentiment, hein. Franchement, on pleure juste gentiment. Je suis méga labour. Je viens juste de me rendre compte que j'étais méga labour. Du coup, je me dépêche. Carte graphique. De toute façon, pas grand chose d'intéressant sur carte graphique. Asus Gigabyte et MSI qui lancent leur CMP30HX. C'est première carte dédiée au mining d'Ethereum. Ici, on a les versions MSI avec deux versions, une petite et une grande. Elles sont toutes les deux ventilateurs, des formats qu'on connaît bien chez MSI. Ça reprend le format Ventus et ça le format Armor. Armor, ouais, Armor, c'est ça. Du coup, voilà, mais ça solutionne toujours pas nos problèmes. Mais c'est bien, ça commence à sortir. Il faudrait sortir les versions au-dessus pour que ça contente un peu plus. Ici, on reste sur des cartes avec seulement 6 Go de mémoire, ce qui n'est pas beaucoup. Ça va très vite aussi. Une 3060, la Bilibili eSport Edition OC. En vrai, elle a un design trop folie. J'aime trop, je sais pas pourquoi, mais je l'aime trop. Un look qui ressemble au Founders Edition, mais dans une version custom. Et un prix, au moins ils sont honnêtes. C'est une 3060, elle coûtera une blinde. Celle-là, elle coûtera vraiment une blinde. 839 $ pour cette Bilibili eSport Edition OC. Ça reste une 3060, hein, tout de même. Elle a un look de ouf, mais ça fait cher. On finit avec les cartes graphiques en elles-mêmes avec ce petit stock. Hop, je vais rafraîchir la page pour voir ce qu'on a encore ce soir. Et on a une 6700 XT incroyable de chez ASRock à seulement 1180 €. Voilà, incroyable. Elle est à moins de 2000 €. Une carte à moins de 2000 €, ça arrive pas souvent. Et après, j'imagine qu'on a des cartes à plus de 2000 €. On a la ASRock 6900 XT OC Formula toujours là à 2700. La Power Color 6900 XT aussi à 2200 toujours là. On a la Saphir Toxic qui est Extreme Edition en 6900 XT aussi toujours là. Et on a une 6900 XT à moins de 2000 €. Incroyable. La Saphir Nitro Plus à seulement 1800 €. Ça a l'air d'être une affaire au niveau du prix. Après, au niveau des performances, j'en sais rien. Mais seulement deux cartes en dessous des 1000 € aujourd'hui. Dommage. On n'aura pas battu notre record.
Et on finit vite fait, je vais pas tout vous montrer parce que de toute façon j'ai pas le temps. Mais cette petite expérience qui avait été montrée par Nvidia pour mettre en avant les technologies d'Nvidia, le DLSS, le ray tracing, dans cette petite démo. Alors moi je veux le voir jouer s'il vous plaît. Cette petite démo technique, voilà, qui nous était proposée, qui est maintenant accessible à tout le monde si ça vous intéresse. Alors, il vaut mieux avoir une machine puissante et une carte graphique vraiment puissante, parce que vous voyez cette démo qui est effectivement très belle d'un point de vue technique, où on voit les effets de lumière, les effets d'ombre aussi, et les réflexions. Tournait à l'époque sur une carte qui est déjà une carte professionnelle qui coûte qui doit encore coûter dans les 5000 ou plus euros, qui avait 48 Go de mémoire dédiée, donc un monstre, et qui était une carte qui bénéficiait du RTX, mais pour les professionnels, donc encore un autre truc, où vous pouviez vous balader en bille dans ce plateau incroyable. Maintenant, vous pouvez essayer, mais je vous conseille, si vous n'avez pas une RTX, oubliez, ou en tout cas, vous n'aurez pas les effets qui rendent le truc sympa. Et si vous n'avez pas une grosse machine, faites attention, il y a moyen que ça soit compliqué. Ça s'appelle Marbles RTX et c'est disponible sur Omniverse. Je sais pas ce que c'est, mais c'est le truc Nvidia. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. Je suis allé un peu vite vers la fin, mais faut que je me dépêche. Merci d'avoir regardé. Comme d'hab, je vous encourage à faire des retours. Et je vous retrouve demain. Enfin, pas sûr, peut-être, je ne sais pas s'il y aura un point actu hardware demain, mais on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et dans le pire des cas, à vendredi pour le dernier point actu hardware de la semaine.